Bonsoir. Merci à vous déjà d'être venus ce soir. On va bientôt commencer à ce meet-up. Il va y avoir quelques retardataires, mais on est plutôt content que vous soyez tous venus ce soir déjà. Donc déjà pour commencer, un grand merci à tout le monde. Merci à 42 de nous accueillir. Enfin moi 42 c'est une école qui me parle et qui me tient à cœur. Merci à toute l'équipe Aramis Auto d'être venue ce soir pour présenter tout le travail qu'ils ont fourni ces derniers mois, voire plus, je pense. Et merci à vous d'être là. Le but des meet-ups, c'est de transmettre. Et c'est un plaisir en tout cas de venir ce soir et essayer de vous apporter quelque chose. Alors, une petite présentation pour moi, on va dire. J'ai monté il y a peu un cabinet de recrutement avec une amie. Donc, si on fait des meet-ups, c'est aussi pour nous faire connaître. Beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui jeunes développeurs. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, vous serez contents et je vous serai content que je vous accueille ce soir. L'aventure que j'ai créée, la société s'appelle Limco. Limco pour deux choses. Lim, c'est lié à l'associé avec qui j'ai monté la société, qui s'appelle Lorena, qui aurait voulu être venir ce soir, mais elle est jeune maman depuis ce week-end. Donc je crois que c'est la meilleure des raisons pour ne pas être présent. Pas mal la connaissent. Elle regarde en live, j'avais promis une dédicace. Pour l'autre partie où je la critique, c'est après. Et Echo, quand on a créé la société, quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était d'intégrer les gens qui allaient nous aider à grandir. Donc aussi bien les gens, on a embauché une personne, Nourène, qui est là ce soir, qui est là pour nous aider, mais il y a tous les gens avec qui on recrute, parce que si je gagne ma vie, c'est grâce à vous, tout simplement. Et puis aussi, la chance qu'on a, c'est qu'on a des amis qui viennent. On a même des gens qui sont harcelés, qui ont des beaux postes, qui sont en train de faire l'accueil aujourd'hui. Et que je crois que pas mal de boîtes aimeraient les avoir. Donc ouais, c'est une aventure humaine qu'on a créée et j'espère qu'elle va perdurer et que on se reverra dans quelques années avec plein de co à vous présenter. Les valeurs, une approche orientée candidat, c'était la chose la plus essentielle pour moi. Je pense que c'est là où on essaie de se démarquer. C'est quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur. De l'honnêteté. J'ai toujours dit on ne fait pas des miracles, mais au moins de le dire et de présenter aussi les défauts, c'est déjà un grand pas comparé à ce que fait pas mal de boîtes. Mieux concilier vie pro, vie perso. C'est ce pourquoi aussi je l'ai créé. Je suis jeune papa, j'adore mon travail, mais je préfère ma famille. Donc je suis content de rentrer aussi et m'en occuper. Toi tu te démerdes. Et de l'humain. Ouais, après la phrase que je viens de dire, l'humain, on va la remettre au placard. Mais ouais, les vraies choses, c'est essayer d'être honnête, de penser aux gens, de penser à nous aussi, et d'avoir une approche humaine. Et c'est vraiment ça où on essaie de faire quelque chose. Le but, c'est pas d'être le numéro 1 des cabinets, mais juste qu'on se regarde dans un miroir chaque jour. C'est mon seul objectif. Après, on a aussi des arrière-pensées. On a un cabinet de recrutement. Donc, on cherche. Je vous ai mis une page LinkedIn de la société. Maintenant, le but, c'est pas que de vous proposer des postes, c'est aussi d'être là pour partager. Moi, je voulais être prof avant. Donc, transmettre, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis déjà intervenu à 42 pour aider, juste à aider les étudiants à trouver du job, à passer l'entretien, les conseiller. Et c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, si vous voulez garder mes contacts, vous n'avez rien à faire que je vous trouve un travail, mais juste des conseils, c'est avec grand plaisir du fond du cœur. Voilà, maintenant j'ai passé le micro à Aramis, qui vont présenter un peu ce qu'ils ont fait. C'est un sacré travail et je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir à ce meet-up. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Alors, je m'appelle Guillaume Macaire, je suis le manager de l'équipe e-commerce à la DSI d'Aramis Auto. Merci beaucoup à l'école 42 de nous accueillir ce soir et à Limco pour avoir co-organisé l'événement. Stéphane et Nicolas vont vous présenter ce soir, vont partager les mois qui se sont passés, les mois au cours desquels on a commencé à construire une nouvelle plateforme e-commerce pour le groupe Aramis. Donc vous allez découvrir les contraintes, les choix techniques qu'ils ont effectués et ce sera l'occasion après le meet-up aussi de partager avec eux, d'échanger, d'aller plus loin dans les échanges. Mais avant tout, permettez-moi juste de vous prendre quelques minutes pour vous présenter Aramis Auto pour que vous ayez une meilleure vision de qui on est et d'où on vient. Donc pour savoir d'où on vient, il faut revenir en 2001.
et voir qu'à ce moment-là, pour acheter une voiture, il n'y a pas forcément la solution en 3 clics sur Internet. Et pour acheter une voiture ou changer de voiture, il faut aller dans une concession, dans une autre, faire des devis, négocier et parfois être confronté à des concessionnaires qui ont plus envie de vous vendre la voiture qu'ils ont là en stock que celle qui répond vraiment à vos besoins. Et donc, ce n'est pas à l'avantage du client au final, ou pas toujours à l'avantage du client. Donc, fort de ce constat, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, qui sont les 2 fondateurs d'Aramis Auto, créent l'entreprise avec une idée qui est de réinventer l'achat automobile. Ils ont envie vraiment de casser les codes, de changer les façons de faire, parce qu'ils sont convaincus que le web va être un des leviers qui va permettre de changer les façons de faire. Donc, avec une mission qui est là depuis le début, qui est rendre l'achat de voitures toujours plus facile. Donc ça, c'était il y a 18 ans. Aujourd'hui, Aramis Auto, c'est une présence en France. Donc c'est un distributeur de véhicules neufs et de véhicules d'occasion qui sont reconditionnés par nos soins, parce qu'on dispose de notre propre usine de reconditionnement à Donzère. C'est un site e-commerce, c'est une application mobile qui est disponible sur les stores Apple et Android et Google donc. C'est 30 agences réparties partout sur le territoire, un centre d'appel par le biais duquel on peut vendre et conseiller nos clients. Et bien sûr, donc le site aramisauto.com et l'usine de reconditionnement. Mais ce n'est pas uniquement ça. Aramis Auto, aujourd'hui, c'est aussi le groupe Aramis. Et c'est une présence qui n'est pas uniquement avec la marque Aramis Auto en France, mais aussi une présence en Espagne avec la marque Clickars.com, qui propose des véhicules reconditionnés d'occasion sur son site et qui effectue elle-même aussi le reconditionnement des véhicules. Donc ça, c'était en 2017. Et plus récemment, en 2018... Et plus récemment, en 2018, il y a la marque Cardoon qui a rejoint l'aventure donc, en Belgique, cardoon.be, qui est un spécialiste de la distribution de véhicules neufs en Belgique, dans les Flandres. Et donc, on est présent pas uniquement en France, mais aussi en Espagne et en Belgique, et on souhaite se développer encore en Europe. Notre ambition, elle est simple, c'est de devenir la solution réflexe de tous ceux qui veulent changer de voiture, donc ici en France ou en Europe. Donc, si le défi vous intéresse, sachez que l'équipe, la plateforme se construit, à l'e-commerce, l'équipe grossit, et forcément, on va avoir besoin de force vive. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer après le meet-up, chez nous, chez Aramis, à Arcueil, les portes sont ouvertes si vous voulez venir nous rencontrer. Ce que je voulais souligner avec cette image, qui est une photo qui a été prise lors de la soirée des 18 ans d'Aramis, là, cette année, c'était le travail d'équipe, parce qu'il y a une chose qui est importante de percevoir, qu'on ne voit pas forcément quand on voit les sites Aramis, les applications, et qu'on vous dit qu'il y a 500 collaborateurs, qu'on fait 1,5 million de visiteurs uniques chaque mois sur le site, etc. Ce qu'on ne voit pas, c'est les équipes qui sont derrière. Et la grande chance qu'on a chez Aramis, c'est d'avoir une taille d'entreprise quand même assez importante, significative, plus de 500 collaborateurs, mais malgré tout des équipes qui au quotidien travaillent véritablement ensemble sur les problématiques de nos clients. Donc l'IT, ce n'est pas un centre de service auquel les métiers vont faire part de leurs besoins, et puis on va rentrer dans un effet tunnel, et puis il va y avoir des développements, et puis ça répondra peut-être ou pas aux besoins de nos collaborateurs et donc de nos clients 3 ou 6 mois après. L'idée, c'est d'être ensemble sur le terrain, de travailler au jour le jour avec les achats, avec la compta, les finances, avec le commerce, avec le service client, avec tous les services d'Aramis Auto. On travaille ensemble sur les outils du groupe qui nous permettent de répondre au mieux à nos clients. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation succincte d'Aramis. N'hésitez pas à venir nous voir après le meet-up si vous avez envie d'avoir plus d'informations. Et je vais laisser la parole à Nicolas et à Stéphane, avec lesquels vous allez pouvoir plonger dans la technique de notre nouvelle plateforme e-commerce qu'on est en train de construire. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonjour à tous. C'est mieux plus près du micro, non? Tout le monde m'entend bien? Ok, tout le monde me voit. Je me présente, je suis Louis Nicolas,
Donc, je suis développeur full stack. Alors, full stack, c'est un bien grand mot. Là, je suis front actuellement, mais c'est vrai que j'ai rejoint Ramisotto à l'époque sur tout ce qui était l'ancienne plateforme, enfin, qui est encore actuelle, sous Symfony. Et avec l'équipe front, on a décidé justement de mener un projet qui est la refonte de cette plateforme-là en single page application. Pardon. Stéphane. Alors, bonsoir à tous, merci d'être là. Donc moi, Stéphane Hérault, je suis donc lead technique au sein de cette équipe e-commerce, donc du coup avec qui on travaille avec Nicolas depuis bientôt 2 ans et qui était sur des technologies type PHP Symfony. Et en effet, on s'est penché un moment sur le sujet, il y a de ça un peu plus d'1 an et demi, de passer justement sur une SPA. Et donc ce soir, on est là pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait. Alors du coup, comme l'a mentionné Guillaume juste avant, Ramisotto, ça a 18 ans. Bah forcément, 18 ans, c'est un SI énorme. Donc derrière, on se retrouve avec plus de 20 applications. Pour la plupart, c'est des monolithes. Donc c'est des grosses applications qui contiennent de tout, à boire et à manger. Principalement, on est sur les technologies en PHP et en Symfony. Donc de Symfony 1 jusqu'à Symfony 4, en passant par presque toutes les versions. Et derrière, bah, du jQuery pour le front, forcément. Si vous faites un petit peu de front, vous en avez entendu parler. C'est l'ancêtre du front qu'on trouve maintenant. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que depuis maintenant 3 ans à peu près, il y a eu une refonte qui s'est faite au niveau du SI, ou qui a commencé en tout cas, avec l'arrivée d'un nouveau DSI, et qui a amené des changements dans tous les sens. Où en gros, on s'est dit, plutôt que d'arrêter tout ce qu'on fait, et on repart sur quelque chose de tout nouveau, qui est state of the art, etc. On va y aller en migration continue, on va prendre les choses, on va les dépiler petit à petit. Donc on s'est orienté sur justement du microservice, sur des services architecture orientée service, SOA, sur justement une amélioration de cette plateforme pour régler des problèmes. Guillaume en a parlé tout à l'heure, on devient quelque chose d'européen, avec Clickers en Espagne, Cardoon en Belgique, où justement on doit gérer du multimarque, du multilangue, ce qu'on appelle plus communément du multitenant. Et du coup, notre SI évolue dans ce sens-là. Du coup, derrière, il y a notre site e-commerce actuel, donc Symfony 4, PHP 7.2. Lui, pour le coup, il est encore sur tout le système du SI qu'il y avait avant. Et fallait bien qu'on commence à le faire monter. D'où le fait qu'on est arrivé sur le pourquoi une SPA, le choix de la Single Page Application. Donc, sur une application classique que vous pourrez voir, donc comme le site Ramisotto actuellement, à chaque fois que vous allez sur une page, il y a tout qui se recharge, du header au footer, en passant par les différents éléments qui sont dans la page, le style, le JavaScript, tout se recharge à chaque fois que vous allez sur une page. Une Single Page Application, en gros, vous allez charger un HTML extrêmement épuré, avec quasiment rien, et qui va, avec du JavaScript, charger petit à petit les différents éléments dans la page, et la navigation va se faire en ne téléchargeant que ce qu'il y a besoin, et pas toute une page au complet. Donc maintenant, en fait, on va parler d'une chose qui a été importante. Merci Stéphane. Ça a été l'étude. Beaucoup de sociétés, on est actuellement au courant, la hype, React, Vue.js, Angular pour certains. C'est cool en fait. C'est génial. Toutes les technologies sont cool. C'est du JavaScript par contre derrière, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a une étude à faire. Actuellement, on a du business. On est dans une société où c'est du business, on vend des choses. On ne peut pas dire youpi, aujourd'hui on va mettre du React, on ne connaît pas les impacts. On a eu quelque chose qui s'appelle une étude avant de coder. Et on a eu 80% d'études de cette solution. Il a fallu aller voir peut-être des sociétés, s'intéresser à ce qui actuellement est sur le marché, discuter avec d'autres développeurs. Cette petite partie-là de code 20%, là, ce que j'ai mis, c'est juste du Mermaid, c'est de la doc. D'accord ? Mais c'est de la doc as code. Et on a codé un tout petit peu dedans. Par contre, l'étude, on s'est dit quoi ? On avait besoin, on est multimarque, multilangue, donc multitenant. On a besoin d'une gestion de langue. Actuellement, sur Ramisotto, on est en français, c'est cool. Voilà, on cherche de l'anglais, c'est pas possible. Là, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir du français, la société belge, éventuellement l'Espagne, et il va falloir de l'anglais. On va avoir quelque chose, une problématique, qui dans toute SPA, et là, c'est le routing. Il va nous falloir un déploiement rapide.
Donc ça, par contre, j'en reparlerai. Merci à l'infra pour ça, pour ce petit déploiement. Ils sont là. Et le choix du framework. Alors, framework, attention, c'est vaste. Framework ou librairie. Comme ça, il y aura peut-être des questions à la fin. Alors ensuite, derrière, je le rappelle, c'est une technologie JavaScript. Donc cette technologie JavaScript, on s'est dit, ouais, c'est cool, on va faire quelque chose en JavaScript. Et on arrive sur la plus grosse partie. C'est qu'on a fait des études sur Vue.js, on a fait une étude sur React.js. Alors, React.js est super populaire, made in Facebook, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. 64,8% des utilisateurs actuels, c'est-à-dire que c'est implémenté dans les sociétés. 19,1% en ont entendu parler, l'utilisent à titre personnel. Et 9,2% en ont entendu parler, mais ça passe au-dessus. Par contre, on peut remarquer que c'est vrai que Vue.js a pris une sacrée claque. 28,8% des projets sont utilisés en Vue.js. Je ne vais pas vous faire non plus le truc d'Alibaba, la Chine, tout ça. Ils adorent Vue.js. 46,6% des mecs qui sont là. Vue.js, c'est cool, je vais faire un petit projet perso, sans plus. Et 20,5 personnes, j'en ai entendu parler parce que Evan Yu, en fait, le mec, c'est un génie. Arrivé là, on s'est dit, on va faire quoi? React ou Vue.js? Petite anecdote. Là, ce que vous voyez ici, le Flipcoin méthode, la méthode, c'est se mettre dans une salle et de se dire, on va faire quoi? React ou Vue? On le tire à la pièce. Donc ça, c'est le truc un petit peu en mode, on se marre, on rigole. Mais c'est vrai que entre les deux, c'est du JavaScript. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important à prendre en compte, c'est ce côté JavaScript. Et par la suite, je vais laisser Stéphane parler sur la suite des slides. Alors, la petite anecdote quand même, c'est que le Flipcoin, on l'a vraiment utilisé, on l'a vraiment fait. Et c'est qu'après l'avoir fait qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Et du coup, c'est là où on a été un peu plus smart. À l'IT, on a plus de 40 personnes. On a 7-8 équipes au total, avec chacune équipe des responsabilités. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être aller voir les équipes, savoir exactement ce sur quoi ils travaillent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres équipes qui travaillaient sur du front. Et du coup, ils travaillent sur du Vue.js. Donc, le Flipcoin, on ne l'a pas utilisé. Et on est parti sur du Vue.js. Alors du coup, c'est un peu dans le titre, micro front-end. Qu'est-ce que c'est le micro front-end? Si certains d'entre vous ont pas entendu parler de microservices, donc l'idée d'avoir plein de services qui font des toutes petites choses chacune, et là c'est la même chose, mais pour le front. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une page qui va s'occuper de charger tout ce qu'il y a à faire, on va essayer de gérer ça vraiment par élément, par domaine. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir sur une page produit des éléments qui vont appartenir à un micro front-end qui va être typiquement le catalogue, et aussi d'autres éléments qui vont appartenir à des micro front-end d'utilisateurs, de favoris, de produits cross-selling, comme ils appellent ça. Et donc du coup, c'est ça. Le micro front-end, c'est côté front, on sépare en plein de petites choses. Un micro front-end, c'est quoi? Alors nous, on estime que c'est un service, un micro front-end. Derrière, chaque micro front-end, il a son build, c'est-à-dire qu'en gros, il va faire ce qu'il a besoin et il va préparer tout ça pour que ça soit utilisable. Et derrière, un build, un import. Donc ça, on va en parler juste après. Donc là, en fait, sur le build des composants, c'est un peu la partie moins drôle de l'expérience, clairement, parce qu'il y a quelque chose qui intervient. On s'est dit, on va faire de l'agnostique. Alors d'aujourd'hui, on va essayer de gérer quelque chose. On va pouvoir utiliser du React, du Vue.js, pourquoi pas du Angular. D'accord ? On est vraiment parti de ce concept-là. Pourquoi ? Parce que demain, on ne sait pas ce que React va devenir. Vue.js, on ne sait pas. C'est porté par la communauté, en fait, tout ça. Par vous tous développeurs, par nous. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des formats de build. Et les formats de build, une fois en fait qu'on a un micro-front, par derrière, qu'est-ce qui va se passer ? On a Webpack, cet outil qui est formidable. Vraiment, il y a Rollup aussi, qui fonctionne un petit peu comme Webpack, qui est aussi formidable, qui est d'ailleurs chez le Times, New York Times. Et du coup, en fait, par derrière, on va checker des formats de build. On s'est dit, OK, il y a 3 formats de build. L'Asynchronous Module Definition, l'AMD,
il y a l'UMD et il y a le CommonJS. Simplement, on s'est dit, attendez là. L'AMD, c'est supporté par quel browser? Ok, on va dire 3% des browsers actuellement. L'UMD, par contre, c'est supporté par tout le monde. Je dis bien par tout le monde. Hein. IE11. Notre plateforme est sous IE11 aussi. Hein. Voilà. Et il y a le CommonJS. Tu vas leur faire peur, là. Non, mais justement, c'est pour vous prouver qu'il y a un défi quand même à venir chez nous. C'est qu'on travaille sur IE11. Et que ça doit fonctionner. Et que ça fonctionne. Et que ça fonctionne, pardon, oui, c'est vrai. Du coup, on s'est dit, un micro-front, quand j'exporte, je fais un build. Et ce build, en fait, va me faire un format de sortie UMD. Que ce soit du Vue ou du React, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, je suis capable de faire un micro-front en Vue, un micro-front en React. Mais par derrière, je dois forcément sortir un build en UMD. Et par-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un système d'import de composants, où je vais importer mes composants des différents micro-fronts. Donc après, pour ça, voilà, comme je l'ai noté, c'est Webpack is your friends. Pour ça, on utilise quelques plugins par rapport à ça. Attendez, je check quand même parce que... Oui, non, c'est ça, c'est bien moi. Hein. Oui. Excuse-moi, Stéphane. Donc, on utilise quelques petits plugins. Alors, Terser plugin, ça permet de minifier du JavaScript, youpi, c'est bien. Friendly Error Webpack plugin va nous permettre, en fait, de checker toutes ces erreurs avant de partir en prod pour un build, pour notre système de build en UMD. Mais le plus important, c'est ce qui va arriver. C'est Stéphane qui va vous le présenter et il y a une petite blague dedans. Je ne sais pas si certains vont le repérer. Mais Donc du coup, tous nos builds, ce qu'on en sort, donc c'est des UMD. Bon, en vrai, on sort aussi des CommonJS, mais nous, on ne sert que des UMD pour le moment. Tout ça, c'est des fichiers. C'est plein de fichiers. C'est des fichiers buildés, c'est du statique. C'est comme vous, là, quand vous compilez, par exemple, vos petits programmes en C, et à la fin, vous avez... Bon, d'abord, il y a le point haut, et puis après, vous avez le binaire, ok. Mais du coup, dans l'idée, c'est ça. C'est plein de fichiers qui sont buildés. Tous ces fichiers buildés, faut bien les mettre quelque part. Donc, nous, on appelle ça des assets. Et du coup, la petite phrase « One bucket to rule them all », petit clin d'œil Lord of the Ring, pour le cas où vous ne l'aurez pas vu, on a essayé de choper une icône qui ressemble à un anneau. Bon, on verra si... Pas sûr que ça rentre bien, mais bon. Désolé Nico. Donc du coup, voilà, on s'est dit, on va essayer de stocker tout ça à un seul et unique endroit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a 36 micro-front-end ou 40 ou 500, peu importe, que ça doit être un peu à droite, un peu à gauche. On va essayer de tout centraliser dans un seul bucket. Alors on l'a appelé bucket en référence au bucket S3 à l'origine, parce que c'est là-dessus qu'on s'était orienté. Mais en fait, c'est juste un espace de stockage. C'est un endroit où on doit être capable de pouvoir mettre tous nos assets, tous autant qu'ils sont. La chose qui est intéressante là-dedans, c'est que on a plusieurs environnements. Donc on a les environnements qui sont pour de la recette, ce qu'on appelle nous communément de la staging. Après on a de la pré-prod, en vrai c'est la même plateforme et puis on s'arrange de switcher d'un environnement à l'autre. Et bien évidemment la production. Donc il faut qu'on soit capable d'avoir des endroits où il y aura nos derniers développements qui doivent être testés, nos prochaines livraisons et bien sûr ce qu'on dessert à nos clients. Donc ça du coup il faut qu'on le gère au niveau de notre bucket. Donc là-dedans on gère tout ça. Donc du coup, comment on store tout ça? Typiquement, comme je l'ai dit juste avant, on a plein de micro-front-end. Chaque micro-front-end a son petit emplacement dans ce gros bucket où en gros on mettra tous les fichiers buildés qui lui correspondent. Là où on est un tout petit peu plus loin, c'est qu'on s'est dit aussi, mettons, on va créer un micro-front-end qui a une responsabilité, il va évoluer. Donc du coup, on s'est dit, on va faire des versions. Et pareil, ces versions-là, typiquement, comme nos micro-front-end peuvent être utilisées n'importe où, à n'importe quel endroit du site, et peut-être qu'à un endroit, on va l'utiliser à une version 1, et à un autre endroit, on va l'utiliser à une version 2. Donc du coup, en plus de simplement isoler nos micro-front-end dans des dossiers, il fallait également les isoler avec des versions. Donc du coup, on a un pattern où on a à la fois les dossiers pour les micro-front-end qui contiennent encore à l'intérieur des dossiers pour les versions. Donc là, avec une belle photo tirée de notre étude. Alors, moi, je vais vous parler un peu de l'agrégation des composants. Comment ça marche? Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un peu brouillon tout ça dans sa tête. Il faut juste voir qu'un micro-front, à l'heure actuelle, c'est un service. C'est-à-dire qu'on a par exemple un service catalogue du côté d'Aramis Auto, qui gère le catalogue. On a un service e-commerce qui gère un peu des composants d'e-commerce. Mais le but de tout ça, c'est de regrouper tous ces composants. D'accord? Il faut bien comprendre que votre page ici, une page d'accueil, n'importe laquelle, c'est un composant. Et à l'intérieur, on va y mettre nos composants, un par un.
Je vais vous prendre un exemple. Netflix. Netflix fonctionne comme ça. Fonctionne en composants. Il y a une équipe qui gère un composant. Peu importe ce qui se passe, elle est en gestion de ce composant-là. Ce composant-là, il tombe. Les autres composants ne sont pas impactés. Et ça, c'est vraiment un très bon point d'une ESPA aussi. Donc, c'est de pouvoir gérer tous ces composants en fonction de différents services. Par contre, une chose qu'il y a, c'est qu'une page peut déclarer une ou plusieurs routes. Et ça, c'est très important. Ça va être la notion des sub-routes, justement. On va en venir normalement tout de suite. Voilà. C'est le plus gros pavé. Parce que pour faire fonctionner tout ça, la technologie agnostique, vous êtes tous au courant que c'est bien beau. On dit, depuis tout à l'heure, je parle de Vue.js, React. Je vais vous dire, ce mec-là, il n'a rien compris à la vie. Eh ben, on a fait une étude et on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous falloir un corps, comme un corps JS, qui lui va implémenter des fonctionnalités. Ces fonctionnalités vont nous permettre, avec cet import du système, d'aller récupérer nos composants des microfronts et de les importer dans une page. On va avoir aussi le principe de routeur. Ce routeur va être basé agnostique. On va juste se servir d'une chose qui est page.js. Si personne ne l'a vu, franchement, je vous invite à aller voir ce dépôt-là. Ça a été communiqué par une personne actuellement qui n'est plus en mission chez nous, mais qui vraiment a apporté un gros plus là-dessus, et à qui je remercie vraiment. Et ce routeur, on va pouvoir en faire une interface. Page.js, en fait, ça va être une interface et on va pouvoir utiliser le Vue router ou le React router. C'est-à-dire qu'on va pouvoir simuler le router link et ça va être exactement la même chose. Et dans ce Core SPA, on va avoir aussi une fonction de debug. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout développeur sait, si on ne sait pas débugger, et si on n'a pas les outils surtout pour débugger, c'est même pas la peine de continuer. Et après, on a ce principe des langues. Alors les langues, c'est génial, il y a Nuxt, il y a i18n, il y a tout ce que vous voulez. Par contre, c'est un pattern qui apparaît derrière. Et ce pattern-là, c'est celui qu'on essaye de respecter. Donc ce petit schéma, en fait, reprend, j'ai mon site internet, en fait, j'importe cette librairie du Core SPA, mais je les utilise dans mes services, c'est-à-dire dans mes sites. Donc mon site à Aramis Auto, mon site Cardoon, mon site Z, Y, peu importe. Et par derrière, qu'est-ce qui va se passer? Comme il détient le Core SPA avec les features qu'il y a juste ici, on va pouvoir appeler nos différents composants des microfronts et servir du routing. Donc pour ça, on a certaines petites core fonctions. Voilà. On a l'import component, l'import namespace et l'import module, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, pour déclarer, je vais me décaler, hop là. C'est vrai que ça ne se voit pas très bien, désolé, c'est la techno qu'on utilise, là, elle n'est pas géniale. On a, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va déclarer dans notre composant de page, on va appeler le service qui est lié, donc le microfront qui est le service catalogue, et son composant qui est associé. Donc on importe en fait tout ça. Et c'est là que c'est vraiment, c'est légendaire, voilà, c'est légendaire. Ça nous facilite beaucoup de choses. Et c'est très important, quand on vient si vous êtes amené à rejoindre Aramis Auto, c'est de venir chercher cette information-là. Et il y a une chose importante, c'est le routing. J'en parlais tout à l'heure, le routing. C'est rester agnostique. Demain, Vue.js s'arrête, mon Vue router, j'en fais quoi en fait? J'en fais quoi? Mon site, j'en fais quoi? Je mets à la poubelle? Non, il y a encore un business à gérer derrière. Non. Donc là, c'est encore ce principe agnostique. Je sais que je vous saoule avec ça. Moi, je l'ai entendu pendant 7 mois, ça. Donc, vous inquiétez pas. Et il ne l'a pas encore assez entendu. Je ne l'ai pas encore assez entendu. Et donc, comme je vous parlais tout à l'heure, on utilise Page.js, fait par TG. Alors, TG, c'est un mec qui a fait énormément de choses. C'est un mec sur GitHub, il est topissime. Et par derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va simuler le Vue router. Actuellement, c'est ce qu'on a. Parce qu'on utilise Vue.js. Mais on pourrait très bien refaire une feature où on resimule le React router. C'est-à-dire que vous voulez faire un microfront avec du React dedans, vous voulez gérer vos routes avec React, ok, on simule un React, un link de React. Ici, on a un router link du router Vue. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, l'utilisation du routing.
Alors, je ne vais pas empiéter sur tes slides. Hein. Oui, c'est bon, c'est encore moi. Alors, l'utilisation du routeur. Ah, ça fait beaucoup de code là, je suis désolé. Je m'en étais pas aperçu. Donc, l'utilisation du routing, c'est exactement la même chose qu'avec Vue. Voilà, c'est du Vue en fait. Vous avez tout vu, c'est là, ici. Cette partie-là, de toute façon, vous sera partagée sur les slides. L'utilisation du routeur à l'heure actuelle, c'est le pass, le type qui est optionnel. Donc, comme vous pouvez voir ici, dans votre route.js, vous avez juste à déclarer le pass de la route, son nom, du service qui est associé, le composant que vous voulez importer, et savoir, bah voilà, actuellement, sur cette route-là, je n'ai pas besoin des catégories, je n'ai pas besoin de cette voiture-ci, je n'ai pas besoin de ça. Donc, on fait un système d'exclude. Et tout ça, c'est instancié dans le Vue router. Enfin, dans le Vue, pardon. Donc ça a été, je pense, la grosse révolution de notre côté, mais l'équipe en a bavé. À comprendre. Sur les imports aussi. Hein. Ouais, mais les imports, voilà. D'ailleurs, il me semble qu'il y a la fonction nexttick. Il y a une personne qui est ici qui devait nous débugger cette fonction nexttick, router nexttick. Jeff, si tu m'entends. Donc voilà. Là, je vais vous après, Stéphane va vous parler d'une partie costaud, intéressante. D'ailleurs, cette personne-là aussi qui est partie a travaillé sur ça. Merci pour la PR en attente. Stéphane, à toi, je t'en prie. Elle arrive bientôt, la fin de cette paire. À partir de demain, on s'y remet. Donc du coup, alors, l'I18M, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ramisoto, maintenant, c'est quelque chose d'international, européen, où on se retrouve à avoir des clients qui sont en Belgique, des clients qui sont en Espagne. Forcément, on ne va pas leur servir à tous un site en français. Donc l'idée, c'était de pouvoir justement gérer des langues. Alors gérer des langues, c'est facile, ça se dit bien. Ouais, c'est bon, on gère les langues, on n'a qu'à faire des traductions, hop, ça y va. La vérité, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Parce que typiquement, il faut que ça soit utilisable vraiment partout et pour tous nos clients. Nos clients belges, français, ils vont avoir une version française qui ne sera pas forcément la même que nos clients français chez Ramisoto. Donc du coup, il faut qu'on soit capable de séparer ça. Donc chaque site aura son propre système de langue, entre guillemets. Il sera capable d'importer des langues qui sont bien spécifiques. Alors du coup, nous, on a repris du Vue.js. On s'est dit on va pas réinventer la roue parce que du coup ça sert à rien. Il y a des communautés entières qui travaillent déjà sur des sujets, donc ça sert à rien de refaire ce que eux ils ont fait déjà 1000 fois. Par contre, on va pas forcément prendre exactement ce qu'ils ont fait. On va prendre ce qu'ils ont fait qui nous intéresse. Donc typiquement là, il y a le bloc i18n qu'on a rajouté sur nos composants Vue. Ça c'est quelque chose qui est fourni par un plugin de Vue qui s'appelle Vue i18n. C'est la même chose. L'idée c'est typiquement demain on a un développeur qui arrive qui a déjà fait du Vue, potentiellement du Vue i18n. Il arrive, il retrouve ses petits. Donc, et puis pourquoi ils ont mis ça ? Parce que derrière ils y ont réfléchi des années et ça fonctionne. Derrière on a dû réimplémenter aussi la méthode de getText. Donc le petit fameux pattern que Nico attend là depuis 2 minutes. En gros, pattern getText, c'est juste la manière dont on va appeler les traductions. Typiquement, c'est avec des clés de traduction. Et ces clés de traduction, derrière, ont une valeur. Idéalement, et tel que nous, on l'a fait, enfin idéalement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le choix que nous, on a fait. Notre première clé valeur, en fait, notre première clé, c'est la valeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une clé typiquement catalogue.search.product.image. Whatever, on aura la vraie phrase qui correspondra dans la langue de premier élément qu'on va faire, donc en français, en anglais, en espagnol, en néerlandais, parce que oui, on fait du néerlandais, c'est assez drôle. Donc du coup, le pattern getText, il inclut une gestion des pluriels, parce que forcément, on arrive avec des messages, une voiture, il n'y a pas de S, 2 voitures ou plus, forcément il y a un S, donc ça, il faut qu'on le prenne en compte. Et dernièrement, on est sur un pattern micro-front-end, donc il faut que nos langues elles soient par micro-front-end. Donc je parlais des sites un peu avant, mais les micro-front-end également portent leur langue, parce que le site, lui, il a des textes qui sont spécifiques, mais les micro-front-end également. Donc derrière, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place. Ça, c'est une partie qui a été assez horrible à mettre en place, pour laquelle je n'ai pas participé, mais que j'ai bien suivi et qui fait mal à la tête. Et quand on relit le code, comme l'a fait Nico il n'y a pas très longtemps, ça fait très très mal aux yeux.
Non pas que ça soit compliqué, mais c'est pas mal codé, hein, c'est juste. Voilà, c'est ça. C'est pas que c'est mal codé, c'est pas que c'est compliqué. C'est juste que derrière, on a poussé un peu le vice pour être capable de vraiment bien gérer nos traductions de manière à les injecter assez facilement. Donc on a un petit loader Webpack qui s'occupe de rajouter tous ces éléments-là pour faire en sorte que nos composants puissent facilement loader les langues. Alors après, on a rajouté encore un autre petit truc. T'es obligé d'en parler de celui-ci. Hein. Non, le fallback lang, s'il te plaît. Oh non, moi j'en parlais plus. Bon, fallback lang. Le fallback lang, alors du coup, Nico insiste. Pour moi, c'est pas forcément le plus important ni le plus intéressant. Mais en gros, c'est que dans tous les cas, il faut qu'un utilisateur ait une langue, même si c'est pas la sienne. Il faut pas justement qu'il ait une clé pas très jolie et incompréhensible. Donc du coup, à chaque fois, on a un petit texte qui correspond donc à nos clés, si vous avez bien suivi, qui arrivera par défaut si la langue que l'utilisateur a souhaitée n'est pas présente. Et du coup, celle que moi je trouve beaucoup plus intéressante, c'est la partie des computid. Alors, la partie des computid, c'est quelque chose qui est propre à Vue. Alors, React doit avoir son système un peu similaire. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, le principe des computid, en très très vite et très résumé, c'est quelque chose qui est déjà précalculé. Ou alors qui va être calculé, mais qui ne va pas être recalculé tout le temps. Et l'idée, c'était qu'on ne souhaitait pas que les langues soient recalculées à chaque fois, quoi qu'il arrive. Donc on a tout précalculé en entrée avec ce système-là, de manière à ce que ça soit facilement injecté dans nos composants, dans nos microfronts, pour pas justement rajouter des problèmes de performance au niveau du navigateur, vu que tout le JavaScript qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est le navigateur qui l'exécute. Un petit dernier, un fichier par langue déclarée. Bon, ça revient un peu au même principe qu'un fichier de langue par microfont. Alors du coup, tout le process des langues, il est un peu simplifié là, parce qu'en fait, il y a plein de petites choses. On marque CI, mais derrière, c'est des dizaines de lignes de code. On marque npm run merge lang, c'est pareil, c'est plein de code. Tout ce process-là, en fait, c'est tout simplement parce qu'on avait une cible au niveau des langues. C'était de faire en sorte que nos traducteurs soient indépendants, qu'ils aient leur propre responsabilité et qu'ils n'aient surtout pas besoin d'avoir un développeur qui vienne les accompagner lorsqu'ils ont besoin de changer une traduction. Ah, j'aimerais bien changer le titre ici. Ah attends, on va demander à un développeur et puis il va faire une mise en production juste pour changer un titre. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait absolument pas. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait chercher des outils qui permettraient aux traducteurs, avec des patterns connus, de, entre guillemets, faire ces traductions et limite de les pusher quand il en a envie en prod. Donc en gros, c'est tous nos composants, ils ont les clés de traduction. Tout ça, c'est récupéré automatiquement par la CI, c'est mis sur un dépôt particulier. Là, l'outil de traduction va se plugger à ce dépôt-là, se mettre à jour en interne. Si éventuellement lui met également des nouvelles clés, ça va être redéployé. Et derrière, du coup, à chaque fois qu'un traducteur qui utilise cet outil-là, il va changer une traduction, automatiquement, pareil, via la CI, ça va automatiquement partir en prod et mettre à jour les traductions sans qu'aucun développeur n'ait eu à faire quoi que ce soit. Alors bien évidemment, c'est donner une responsabilité, mais c'est aussi le principe. Parce que ça évite qu'à chaque fois, on tape sur le dev, il n'a pas fait son travail, il a mal mis en prod, etc. Donc l'idée, c'est le traducteur, il gère les traductions, et c'est lui qui fait ça, entre guillemets, tout seul, sous sa propre responsabilité. Et on a un mec qui gère notre CI aussi. Ouais, PHP. PHP, c'est pas le langage, c'est la personne qui s'occupe de notre CI. Ouais. On va pas donner son nom, mais en gros, ça commence par P, et ça finit par A, ensuite il y a H, et après il y a encore P. Donc il fait absolument pas de PHP, mais il s'appelle PHP. Alors, moi, je vais rentrer dans un truc. Voilà, c'est un GIF qui correspond un petit peu actuellement à l'équipe. C'est pas le football américain, notre équipe. Hein. On porte pas des casques comme ça. C'est pas la tenue officielle d'Aramis Auto. Je rassure tout le monde. C'est juste, vous devez travailler comme ça, main dans la main. Pourquoi et comment, en fait, là-dessus? C'est qu'il y a de la conception. La conception, ça passe par toute l'équipe. Toute l'équipe est impactée par ce que vous faites. La moindre chose que vous changez, l'équipe doit être au courant. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que j'ai mis en deux, après justement la conception, c'est communication entre équipes. Mais c'est d'instaurer des outils pour éviter que cette équipe galère sur beaucoup de choses, notamment des outils comme Git. Enfin, la personne à l'heure actuelle qui me dit je code, j'utilise pas Git, je suis encore sur clé USB, sortie, elle est juste là. T'as oublié le déploiement FTP aussi. Ouais, ça, le FTP, il y en a encore qui le font ici. Hein. Dédicace PHP. La CI, dédicace aussi PHP. Mais il y a aussi d'autres choses. C'est quand, dans Git, on utilise quelque chose dans notre équipe qui s'appelle le conventional commit. Et le conventional commit, ça a été
amené par Google, qui a créé ses standards avec Angular. Et ça va vous permettre de déclarer la différence entre une feature et un fixe. Et du coup, dans votre changelog, est-ce que, le changelog, tout le monde sait ce que c'est, d'une application, j'imagine. Bon, si je vais résumer, le changelog, c'est l'évolution de votre application. Point. Et en fonction de cette évolution de l'application, vous allez voir si c'est une feature ou un fixe. Ou alors, éventuellement, du storybook. Vous pouvez mettre vos wordings aussi, le style, le genre, plein de choses. Et après, en fait, justement, il y a un outil qu'on utilise beaucoup pour travailler, parce que nous, on est front, mais il y a des PO aussi. Vous savez, ces gens qui nous donnent des tâches à faire, et on doit les faire, et eux, ils doivent vérifier. Mais c'est aussi pour nous, c'est de vérifier que nos composants qu'on va livrer, on est capable de livrer quelque chose de quali. Alors d'aujourd'hui, qualité, c'est primordial dans l'équipe à Aramis Auto. Il y a la sécurité avant. Ouais, il y a le 5S, mais j'en parlerai pas, je suis pas là pour ça, je donnerai le mot à Jean-Michel plus tard. Du coup, oui, c'est la qualité. Actuellement, notre PO, on préfère qu'une tâche soit plus quali, éventuellement moins rapide, mais on ne met pas quelque chose en production ou on ne donne pas quelque chose à tester qui ne correspond pas à la demande. Et pour ça, on a instauré cet petit outil qui est Storybook, qui est développé avec React, mais on peut l'utiliser avec Vue. Et Angular et plein d'autres choses. Ouais, mais Angular, désolé Google. On sait qu'on utilise YouTube, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est très important en fait. Équipe et micro-front, c'est de travailler en équipe. Si vous n'êtes pas solidaire, en fait, c'est dans n'importe quel projet, mais particulièrement avec des micro-fronts, parce que nous, actuellement, on travaille avec tous les micro-fronts qu'on a créés. On est l'équipe e-commerce, on a le micro-front du catalogue, le micro-front du guide achat, le micro-front du CMS. On a plein de micro-fronts. Et le but, c'est que par la suite, ces micro-fronts-là, on les délègue à d'autres équipes qui s'occupent vraiment de ça, c'est-à-dire l'offre, qui s'occupe du catalogue, RCPS, du financement, des choses comme ça. C'est de déléguer ces dépôts-là et qu'après, ils soient autonomes, ces gens-là. Donc si on n'est pas raccord sur nos méthodes de fonctionnement, ça va partir dans tous les sens. C'est la fusée après. Mais on instaure, grâce à ces outils, une ligne directrice. Voilà. Stéphane, moi, je ne vous ai pas trop parlé technique avant, mais c'est Stéphane, il est très fort. Donc je vous le laisse parler. Ça va pas forcément être très technique en soi. C'est plus surtout, on a essayé d'instaurer des patterns, entre guillemets. Nous, on appelle ça pattern. Alors des fois, il y en a qui disent « mais non, ça, c'est pas un pattern. Mais si, ça, c'en est un ». Bon, nous, on n'a pas trop cherché. En gros, c'est des règles qu'on s'est fixées de suivre au sein de l'équipe. Donc il y a celui-là, le séparation of concern. Ça rejoint exactement ce qu'a dit Nicolas juste avant. Le côté, une team a sa responsabilité, typiquement l'offre, le catalogue, RCPS, le financement. Alors RCPS pour relations clients, produits et services. C'est pas grave. Et du coup, l'idée, voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, chacun porte sa propre maîtrise, son propre sujet. Les fameuses feature teams, du coup, pour le moment, les feature teams, entre guillemets, c'est juste l'équipe e-commerce. Parce que justement, le projet, ça fait pas si longtemps qu'il est lancé. Et ça sert à rien de tout chambouler, de tout basculer. Mais avec quand même l'idée derrière d'arriver à la cible qu'a mentionné Nicolas juste avant. Peu d'impact sur les autres développements. Bon, ça, c'est assez simple. Moi, par exemple, je mets le micro-front e-commerce. Il ne faut pas que ça casse tout le site et ça casse tous les autres micro-fronts. Donc, du coup, il faut que mon micro-front, il ait sa responsabilité. Il ne cherche pas à casser autre chose. Il fonctionne de lui-même et c'est tout. Alors, dépôt de composants communs, on en a parlé tout à l'heure avec les assets. Je te remercie. Ouais, j'ai vu. Alors, dans les autres patterns qu'on a cherchés, encore une fois, pas forcément un pattern, mais du coup, le 12 Factor App, ça parle peut-être à certains. Nous, on ne le suit pas totalement. En utilisant VegalDev. Alors, on n'utilise pas les 12 exactement, pour la simple raison qu'on n'est pas forcément confronté aux 12. Mais dans l'idée, on essaye de les suivre le plus possible. Et à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va se poser la question, est-ce que ça respecte ce pattern du 12 Factor App? Donc, le fameux if en VegalDev, typiquement pour différencier les environnements, c'est quelque chose qui ne doit jamais arriver. Quand on fait quelque chose, ça ne doit pas dépendre d'un environnement. C'est pas genre ah je suis en dev, ah bah du coup je vais afficher 36 milliards de choses, et puis quand je suis en prod, je vais afficher autre chose. Donc ça c'est des choses qu'il faut. Si on est pressé, ça marche.
Ouais, alors si vous êtes une startup que vous voulez vous éclater, allez-y. Si vous avez une boîte qui a 18 ans, qui essaie de poser les choses, justement faire de la qualité, n'y allez surtout pas. Hein. Le if en Vegal Dev, oubliez quoi, c'est radical. Du coup, l'environnement spécifique qui se rejoint un petit peu. Donc on en parlait tout à l'heure avec les staging, avec la pré-production, avec la prod. Version control system, c'est pareil, donc c'est Git, hein, faut pas se leurrer, donc il en faut avec des versions, avec tout ça. Donc nous, on a nos assets qui ont des versions, et après il y a Git tout court qui a ses versions. Alors après, vous utilisez ce que vous voulez pour faire vos versions, hein, vous nommez des branches, vous faites des tags. A priori, les tags, c'est quelque chose de plus utilisé, mais bon, chacun fait sa vie là-dessus. Isolation des dépendances, ça rejoint encore le pattern un petit peu avant au niveau séparation of concern. Service externe égale ressources, ça fait partie des sujets que pour le moment, on n'a pas trop encore. Build, release, run indépendant. Donc là, il y a toute la phase de build, pareil. On fait un peu de la redite, mais en gros, là, ça explique un petit peu tout ce qu'on a aussi fait en amont. Sans état, stateless. Alors, ça, c'est un peu particulier. En gros, il ne doit pas y avoir de choses qui vont varier dans un élément. Je ne sais pas trop comment expliquer ça de manière assez claire. Mais en gros, si on instancie 5 composants, ces composants, en gros, ils vivent leur vie, et ils meurent, ils font leur vie sans avoir aucune gestion d'état particulier. C'est un peu délicat à expliquer, vous m'excuserez. Le port binding, nous, ça ne nous concerne pas vraiment. Typiquement, c'est dans le cas où on a un microservice. À la base, il est un peu plus fait pour ça, ce pattern-là. Enfin, 12 factor. C'est qu'en gros, il expose son port. Après, qui l'utilise, qui en fait quoi, c'est plus son problème. Gestion de la concurrence, scalabilité. Bon, nous, on a des assets, on les build, donc ça bourrine. Ça, par contre, c'est les API qu'on va utiliser. Là, oui, ça va les concerner. Déployer rapidement, shutdown propre. On en a parlé tout à l'heure. Hein, on déploie des fichiers, ça va assez vite. Traduction, même combat. Gestion des logs, string d'événements. Donc là, c'est pareil, c'est pas un sujet qu'on a encore vu. Le debug. Alors, il y a le debug, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quand on entend gestion des logs, typiquement, c'est tous les logs applicatifs de ce qui se passe. Si quelque chose casse, il faut qu'on en soit informé tout de suite et qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Donc oui, le debug pourra aider là-dessus. Mais là, c'est un vaste sujet. On travaille pas encore avec PHP, notre monsieur DevOps, mais c'est un sujet qui va arriver, qui est dans le pipe. Et le dernier, du coup, processus d'admin séparé, ça ne nous concerne pas énormément. Typiquement, c'est si vous avez des cron ou si vous avez des choses à lancer en parallèle, et du coup, il faut que ça soit totalement isolé de votre applicatif. Alors, package by feature, c'est un petit peu ce qu'on s'est imposé aussi. Ça rejoint pas mal le séparation of concern. Il y a un petit coucou à Solid et à DDD, parce qu'en vrai, ces trois patterns-là, ils se rejoignent. Alors, DDD, c'est pour Domain Driven Design. Solid, c'est les patterns Single Responsibility Principle, Open Close, Leaf Code Submission, tout ça. Bref, c'est des patterns, c'est des choses comme ça. Ça mériterait des slides entiers et plusieurs confs, ça suffirait pas. Mais du coup, en gros, ce qui nous permet, alors, du coup, je vais me mettre ici, ce qui nous permet de voir, alors le bouton laser, il est là, d'avoir le catalogue ici. Typiquement, en gros, en package by feature, c'est on prend le dossier, on le met ailleurs, ça va fonctionner. Parce qu'il se contient intégralement. Il a besoin de rien d'autre pour fonctionner. Pareil, du coup, on voit qu'il y a différents éléments qui vont avoir différentes choses. Donc le catalogue, il a des stores, des stories, des views. Le product, il a aussi des assets. Et dans les stories, il y a aussi des assets et des mocks. Le search n'a que des stories et des views. On a une petite brique de service qui contient juste des services. Et on a le summary qui a que des stories et des views. Lui, qui n'a que des assets. Donc les assets, ça va être des CSS, ça va être des images, du SAS pour le coup. Ce genre de choses-là. Le sujet le plus intéressant. Oui, on a des pages en prod. Je tiens à le préciser. Oui, on a des pages en prod. Le guide achat, en fait, qui est une page qui est importante, pas au niveau défis technologiques, mais défis SEO. Aramis Auto, en fait, a vraiment un impact sur le SEO et on tient à garder cette note-là. Il a fallu que ces pages qu'on a mis en prod soient plus performantes que ce qu'il y avait avant. Genre l'enjeu de taille. Hein. Vous savez, quand vous avez un DSI derrière vous, il arrive, il fait attention, ça doit être plus performant. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour cette performance-là? Donc ça, c'est juste pour faire beau, en fait. Mais c'est notre page actuelle. Et c'est la maîtrise de son code. Pour une performance, c'est bien sûr, c'est de comprendre ce qu'on fait. Comprendre ce qu'on fait, c'est structurer son code. C'est du HTML aussi, du JS.
c'est pas mettre des divs pour rien. C'est d'utiliser les bonnes méthodes que nous fournissent les librairies. C'est la taille des builds. À chaque fois que je sors un composant, bah c'est simple, je regarde avec le petit outil de Webpack, qui est le reporter, c'est de voir mon build, la taille de mon build. Est-ce qu'il est gros? Qu'est-ce que je vais embarquer dedans? Est-ce que je ne peux pas l'optimiser? Et pour ça, on a la mise en place d'outils. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du Webpack plugin, enfin des plugins dans Webpack. Et du coup, on a ce plugin du reporter qui permet aux développeurs, à l'heure actuelle, je délivre un composant, je dois m'assurer que mon composant est de qualité et soit performant. Performant dans sa taille de build, performant dans son exécution. Alors, on n'est pas nazi. Je vous le dis tout de suite, ça arrive. Là, on est nazi. Non, on est exigeant. Mais pourquoi on est exigeant? Parce que au-dessus de nous, il y a des gens qui sont encore plus exigeants, en fait. On vient d'une plateforme qui était déjà quand même... Enfin, qui avait une bonne performance, bon, alors, Steph. Pour la fierté, on va quand même le dire, mais Google nous a contactés. Réellement, Google nous a contactés pour nous féliciter des performances qu'on avait. Alors, c'est que sur la homepage, donc on ne sait pas pour le reste. Mais en gros, comme quoi, on faisait partie des sites les plus rapides qu'il y avait dans l'e-commerce qui se faisait et que c'était bien. Et Ils nous ont félicité pour le varnish. Non, pas celui-là. Mais du coup, voilà, ils nous ont félicités, ils étaient très contents de nous et ils nous accompagnent également pour la suite. Typiquement là-dessus, ils vont nous faire des retours, des aides, des choses comme ça. Mais il y a une chose qu'un développeur, en fait, en JavaScript, il n'y a pas besoin de plein d'outils, plein de plugins, plein de choses. C'est pour ça, en fait, que je vous ai affiché ça un petit peu. C'est qu'à l'intérieur de votre navigateur, vous avez des consoles. Enfin, vous avez tout ça, c'est un outil pour le développeur. Et cet outil-là, normalement, le développeur devrait y passer une fois en prod, au moins une journée, à checker son composant, savoir comment il évolue, comment la page évolue. Ouais, c'est très compliqué, c'est chiant. Mais c'est le résultat par derrière, en fait. Le fruit de votre travail, il est là. Il est ici. On s'en fout des gens au-dessus. Il est là, votre travail. Il est visible pour vous. Il est là, il est visible pour vos collègues. Ça, c'est important. C'est l'utilisation de ces outils-là. D'accord? Mais, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'outil que te fournit Webpack. Et c'est pour ça que je dis étape par étape. Ici, c'est un composant de la Valkyrie. Donc la Valkyrie, c'est un micro-front chez nous, qu'on a désigné Valkyrie, et pas Vachkiri. Hein. Et du coup, il contient des éléments de notre design system et des composants. Et pour ça, en fait, vous pouvez voir que dans chaque brique, alors je pense qu'il y a des gens qui... Hop, je vais me décaler. Dans chaque brique, vous pouvez voir que c'est votre petit composant et qu'est-ce qui détient? Toutes les petites features que vous avez développées. Et vous pouvez regarder son poids. Alors, bien sûr, c'est des outils avant de mettre en prod. Enfin, en prod, vous n'avez pas regardé ça. Hein. Ça n'a aucun sens. Hein. Votre composant, il est déjà buildé. C'est ciao, bye, bye. Hein. Ici, ce qu'on peut s'apercevoir dans nos outils qu'on utilise, c'est qu'il y a deux choses. Et ça, j'ai l'impression, je vais faire passer un entretien, en fait. J'ai l'impression de faire passer les entretiens. Le browser moderne Legacy. Legacy, IE11. Son legacy, c'est 3%. Simplement, dans ces 3% de browsers qui sont en legacy, qu'est-ce qu'il fait? Nous, quand on build nos assets, on est obligé d'importer le core JS, pas le core SP1, pas le nôtre, hein, le core JS. Pourquoi? Parce que si vous faites de l'ES6 à l'heure d'aujourd'hui, c'est génial, mais faites de l'ES6 là, dans IE11, sans le passer par là. On va rigoler 2 secondes, je pense. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? L'import, il ne connaît pas. Lui, il est à la guerre, lui. Il est en 39-45 encore, IE11. Hein. Je connais pas ça, je connais pas ci. Lui, qu'est-ce qu'il va faire, le core JS? Il va implémenter des polyfills. D'accord? Et ces polyfills vont vous permettre que l'import puisse fonctionner, que les reduce fonctionnent, que des maps fonctionnent, que des tas de choses comme ça fonctionnent. Par contre, il vous rajoute un poids, ici. C'est-à-dire que dans votre composant, vous allez avoir ce core JS. Il va être implémenté, obligatoirement. Et par contre, en moderne, les browsers modernes, eux, c'est top. Eux, c'est parti. Donc, on n'a pas cette brique. C'est pour ça que sur IE11, à l'heure actuelle, notre site, il n'est pas plus lent, mais nos assets sont plus lourdes. Donc, nos assets, c'est des JS. Un fichier JavaScript est une asset. Enfin, un asset, pardon. Je n'ai pas féminin. Moi, les 18N, je ne l'ai pas fait, je l'ai loupé. Hein. Aucune idée.
Et donc, on va utiliser aussi des services externes pour monitorer tout ça, pour monitorer la performance de nos pages. La performance de nos pages, on a WebPageTest. On a Lighthouse aussi. Alors Lighthouse, c'est le petit icône qu'il y a en bas dans l'audit de Google. Alors lui, en fonction de la machine, en fonction de savoir si on a des images Docker qui tournent ou pas, on ne va jamais avoir le même score. Mais c'est Google, donc on respecte. Donc nous, on va utiliser WebPageTest. Des instances de WebPageTest qui est en local, qui y a chez Aramis Auto, qui ont été déployées. Merci PHP encore une fois. Merci PHP. Et Nicolas Pouille. Merci Nico. Une autre personne qui n'est pas là ce soir. Ouais. Ils ont déployé WebPageTest en interne, histoire de faire les tests en interne à des heures régulières. Et surtout avec une configuration qui ne change absolument pas. Parce que Lighthouse, du coup, fonction de la machine, c'est pas les mêmes résultats. WebPageTest, on s'est rendu compte qu'ils ont une sorte de SaaS, entre guillemets, gratos, qu'on a bourriné comme des sauvages, et on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais les mêmes résultats. C'est pour ça qu'on a du coup construit une instance privée afin d'être sûr que derrière, on aurait toujours les mêmes... même valeur de base. Nous, on monitore ces performances. On est un site e-commerce. Hein. Je vous parle pas d'un dashboard que vous avez fait dans votre coin qui gère un CRUD avec, pour mon post et mes blogs et ainsi de suite. Hein. On gère un site e-commerce à fort trafic. 3 secondes, on n'affiche pas la page d'un client, c'est ciao, bye bye. Hein. Ça, vous êtes au courant, tout le monde le sait. J'arrive pas à aller sur ce site rapidement, je vais sur un autre. Je vais chez le concurrent, je sais pas, mais un autre. Donc voilà, on a tous ces petits services externes. Je vous conseille d'aller voir le GitHub de Lighthouse. C'est très intéressant parce qu'eux-mêmes disent il ne faut pas nous utiliser. Utilisez un autre service. Ils vous le précisent en plus, ils vous le disent. Bon, c'est pas ils ne sont pas fiables, mais vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Et on s'en est aperçu. En fait, Lighthouse, c'est bien quand on est en dev, parce qu'en gros, ça nous permet, on sait que c'est notre machine, à moins qu'on change tous les jours de machine, on sait qu'on aura toujours des résultats basés sur les mêmes choses. Ah là, c'est la partie la plus intéressante. Alors du coup, on a parlé un petit peu de SEO, on a parlé de Google qui nous kiffe, donc c'est bien. Le truc à savoir, c'est que Google, ils ont un bot, je pense que vous le savez, et c'est ça qui alimente son moteur de recherche. Le problème d'une SPA, typiquement, c'est que la page qu'on renvoie, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est vide, il n'y a rien dedans. Donc le bot Google, il va arriver, il a une page HTML vide, donc c'est cool, niveau vitesse, performance, il n'y a rien qui se passe, donc il est très content, par contre, il y a zéro contenu. Du coup, on a réutilisé une méthode qui est déjà vieille depuis le web, en fait, ça s'appelle le Server-Side Rendering, ou SSR. Typiquement, toutes les applications PHP, ou même Java, ou Python, ou Ruby, Rails, tout ce que vous voulez qui font du web actuellement, en fait, c'est du SSR. Il renvoie une page qui est déjà pré-générée, le HTML, les images, le CSS, tout est bien mis. Ce n'est pas le cas d'une SPA. Donc du coup, le SSR, qu'est-ce que ça fait ? En gros, le SSR, en sous-main, ça va lancer un navigateur qui va du coup aller ouvrir le site, qui va prendre la page, qui va dumper le HTML et qui va le renvoyer. Alors nous, on a mis un petit peu plus de choses parce qu'on a un super varnish. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc qui fait du cache. Donc en gros, vous arrivez, vous cherchez une page, elle n'est pas en cache, on tape sur le serveur derrière, c'est long à générer. Vous avez un sentiment de lenteur. Donc en gros, vous mettez des outils comme Varnish, il y en a d'autres, pour avoir cette page-là déjà pré-cachée, de manière à ce que vous puissiez l'avoir très rapidement et la servir très rapidement au client. Donc nous, on en a mis un par-dessus notre système de SSR. Et derrière, du coup, le navigateur en question, c'est un Chromium. Et ça utilise un petit outil qui s'appelle Puppeteer, et qui a été le grand copain de Nico pendant au moins un bon mois, si c'est pas plus, qui est encore son copain d'ailleurs, parce que régulièrement il va regarder, il va suivre un petit peu, pour justement nous aider à piloter cette génération de contenu en server-side rendering. Et on remerciera encore PHP pour la partie infra pour la prod. Alors, Puppeteer, ça veut dire marionnette. Et ils nous prennent pour des marionnettes. Non, c'est fait par Google, Puppeteer. Ouais, ça a été mon grand copain pendant un mois, sauf que avant j'ai testé, regardé d'autres choses, comment ça fonctionnait. Là, je me suis dit, c'est bizarre, chaque fois il y a ça là. C'est pourquoi. Puis il y avait un truc, c'était fait en Go. Alors moi, je ne bite rien en Go. D'accord. Un autre truc, il y a un Redis, j'ai pas compris pourquoi. Je fais oh là, oh là, oh là. Moi, ce que je cherche juste, c'est en fait à prendre mon contenu HTML et le renvoyer. Hein. Puppeteer, qu'est-ce qu'il fait ? Il a des super trucs. Vous pouvez ouvrir un onglet. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir un Chrome en headless. Sans rien.
C'est youpi sur un serveur, j'ouvre mon Chrome, il n'y a pas d'UI, il n'y a rien. Mais lui, il est là. Lui, il est présent. Et qu'est-ce qui va se passer? Avec mon Chrome, et Puppeteer, je peux générer des screenshots et des PDF. C'est super utile. Je peux scraper du contenu de site web. Et en fait, c'est un peu ça qui m'intéresse. C'est juste prendre le contenu HTML et le renvoyer. Et justement, le renvoyer dans ce varnish-là. Mais je peux aussi faire plein de choses, parce que je vous invite à regarder la conférence Google I/O qui a été faite en 2018, où ils en parlent vraiment de ça. On peut faire des tests d'UI avec ça. C'est-à-dire, on peut faire des tests de régression d'UI. Quand vous faites un composant et que vous faites une nouvelle version du composant, voir s'il y a des différences au pixel perfect. Pour ça, nous, on a eu quelqu'un qui nous a fait un très bon outil là-dessus. Je tiens à le remercier. Ce n'est pas encore tout à fait en prod. Jeff, je te remercie pour le travail que tu as fait. C'est vraiment très bien. Et ça permet aussi de diagnostiquer des problèmes de performance. Alors ça, c'est sur la nouvelle version. Nous, actuellement, sur la version de Puppeteer, on est sur la version 12 parce qu'on est sur le Chrome 74 et il y a la dernière version qui est sortie sur le 76. On a testé ça. Ça fonctionne. Alors, par derrière, le SSR, il a été fait de manière scalable. On a un système de queue, c'est-à-dire ça passe dans une queue et on dépile. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va scraper le contenu de notre site, de notre page et le renvoyer au varnish. Comme ça, quand le bot il arrive, lui, il a déjà son contenu, on renvoie le contenu caché au bot. S'il y a des choses qui changent sur notre page, on relance et il y a un warm-up de ça. C'est-à-dire le varnish va se remettre à jour. Ça a été important et on pourrait utiliser les outils actuels, Nuxt, mais en fait, pourquoi utiliser? Pourquoi avoir des tas de choses? On ne va pas se servir, franchement. C'est un peu ça, en fait, notre philosophie. On a besoin de petites briques. On veut rester agnostique. Demain, je prends Nuxt. Comment je fais pour sortir de ça? C'est pas possible. Je ne peux pas. Là, Puppeteer, c'est un outil maintenu par Google. Franchement, c'est une galère. Je vous le dis très honnêtement. C'est un travail compliqué, mais quand on voit le résultat, ou qu'on est à 99 en note SEO sur notre page, franchement, les 1 mois, ça valait le coup. C'est compliqué. J'ai beaucoup galéré. Il y a une personne qui m'a beaucoup aidé. On en a vraiment discuté. On en a discuté entre équipes. C'était une expérience phénoménale. Donc après ça, voilà. Je vous invite à regarder cette belle image. C'est l'esprit de l'équipe. D'accord? On est dans... Chaque jour, c'est ça. Ça transpire. Mais ça transpire sur la suite. On n'a pas fini. Attendez, on a mis que le guide achat voiture en prod. Là, on a quoi? On a des pages core à mettre. La home page, on est dessus. Je peux vous dire que le point d'arrivée du client, c'est direct sur la home page. Quand il arrive, il va falloir qu'on montre qu'on est aussi quali que l'autre équipe qui avait fait en PHP. C'est lui. Non, c'est pas vrai, je suis arrivé, elle était déjà faite. Non, mais voilà. Aucune pression. Il y a des attentes. Forcément, on pousse quelque chose d'agnostique, on a prouvé plein de choses, mais il y a des attentes. Il faut qu'on réponde à ces attentes-là, parce que sinon, on va passer pour des gros charlots. Hein. Mais on y est. Enfin, moi, à l'heure actuelle, c'est même pas moi, c'est l'équipe à l'heure actuelle est en maîtrise de chaque chose. De chaque chose. Chaque petit bout de code. Si ça va pas, aucun problème. On va gérer ça. On gère ça en équipe. C'est pour ça que je répète le mot équipe. Équipe chez nous. D'accord? Monitoring des performances. AppDynamics, si tu m'entends. On a un outil qu'on doit mettre en place, qui est AppDynamics, qui va nous permettre de monitorer beaucoup de choses. Donc, c'est s'entourer des bonnes choses. Et, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a les pages core, mais il y a la mise en place du design system. Oh là là, le design system, je vous en parle pas. C'est génial. On l'a pas fini, on y est encore. C'est génial. Airbnb, ils ont un super design system. Alors, je serais curieux de savoir, les mecs, s'ils dorment, s'ils mangent encore, là. C'est une galère, ce truc-là. Hein. Mais c'est tellement bien. C'est tellement génial. Non, franchement. Ok, développeur back ou quoi, on peut tous m'en parler. Mais un design system, vous faites une chose une fois, vous le répétez. Après, c'est
C'est du CTRL-C, CTRL-V. Et encore, même pas, si on est intelligent. Donc voilà, la suite, c'est ça. C'est la suite de notre aventure. On a beaucoup de belles personnes ici, on a beaucoup de bons managers, on a beaucoup de bons développeurs. Il y a une bonne entreprise. Ah non, mais il faut dire ce qu'il y a quand même. Enfin, c'est clair. Donc je vais laisser la deuxième partie de la conclusion à Stéphane. Qu'il a fait un petit peu, mais du coup, en effet, on est en train de travailler là sur la suite. Parce qu'en gros, alors du coup, on a fait des merci un petit peu à tout le monde, hein, des gens qui sont malheureusement plus avec nous, mais qui nous ont beaucoup aidés dans cette aventure, d'autres qui sont encore là, qui continuent à nous aider. Mais du coup aussi, un petit merci à Jean-Michel, parce qu'il nous a fait aussi confiance. Donc Jean-Michel, c'est le DSI qui est là-bas, qui nous a fait confiance, entre guillemets, pour partir sur cette aventure-là. C'était pas gagné, hein, parce qu'il a fallu convaincre un paquet de monde, on s'est pris des petits murs, on y allait à coups de dents, sur les genoux, enfin de plusieurs manières. Et ça a fini par passer. Il a aussi insisté beaucoup de son côté. Et derrière, la suite, du coup, la home, c'est bien. Donc là, on est en train de travailler d'arrache-pied dessus. Mais après, les autres pages core, il y a la page produit, parce que forcément, on vend des voitures, donc il faut bien qu'on les montre. Donc du coup, on va en profiter pour un petit peu améliorer l'expérience de l'utilisateur. C'est aussi l'un des intérêts d'une SPA, justement, plus de fluidité, ce genre de choses-là. Après, le moteur de recherche, même combat. Mais surtout, et encore une fois, on y revient, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un bon petit laïus sur les 18N, c'est que cette plateforme-là qu'on est en train de mettre en place, c'est pas juste pour Aramis Auto. Demain, elle sera là pour Cardoon. Après-demain, elle sera pour Clickars. Dans X temps, elle sera là pour la future marque du groupe, potentiellement un Aramis Auto UK, un Aramis Auto DE, même si on a testé et que ça n'a pas réussi. Enfin voilà, on ne sait pas ce que l'avenir va nous donner d'un point de vue Aramis Auto sur l'Europe, ce qui est notre cible. Mais clairement, cette plateforme, c'est celle-là qui va nous faciliter le fait de pouvoir justement, dans n'importe quel pays, on arrive, on prend tout le travail qu'on a fait là, on construit vite fait, entre guillemets, toujours avec le respect des qualités, notre nouveau site. Et c'est parti, on a déjà les langues, on a déjà tous les éléments, le design system pour le visuel, les composants, les microfontes. Et du coup, voilà, là, ça c'est la suite, c'est ce qui nous attend sur les prochains mois, les prochaines années. Et du coup, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. C'est une belle aventure qui nous attend. Et, ce sera votre lead tech. Ça sera votre gars qui vous trappe dessus si vous faites des mauvais commits. Non, c'est Valériane. Oui, on a une fille dans l'équipe. Donc pour vous prouver. Valériane, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te lever? Voilà. Et vous voyez, typiquement, on a plein de profils dans l'équipe. Et c'est top. Parce que même si c'est junior, en fait, c'est des gens et ils vont nous apporter des tas de choses. Donc merci encore. Ouais, je reviens juste sur ça. C'était merci aussi à toute l'équipe IT. C'est-à-dire pas seulement PHP, JF, les personnes qu'on a mentionnées, mais toute l'équipe. J'ai oublié une chose, et je crois qu'on a oublié une chose. Ah. Johan, je te remercie beaucoup. Non, mais c'est pas pour le nerf. Je remercie Johan. C'est quelqu'un qui a pu me mettre le pied à l'étrier quand j'ai commencé, d'accord, et qui actuellement m'a renvoyé l'ascenseur. Enfin, c'est même pas un ascenseur en fait, c'est un humain. Et je remercie Johan par rapport à tout ce qu'il peut faire pour vous, étudiants, pour vous, développeurs. Soyez, s'il vous plaît, corrects avec les ESN. Je sais que c'est pas facile. Soyez corrects, un minimum. Non, un minimum correct avec eux. C'est important. On ne sait jamais. Demain, cette personne qui vous a contacté, ce sera peut-être votre futur DSI. On ne sait pas. Soyez corrects. Merci encore à toi, Johan. Merci Nico. D'ailleurs, je voulais faire une dédicace quand je disais je parlais de Limco et les amis. Ce meet-up, en fait, c'est une soirée avec Nico, des bières. J'étais dans la merde ce soir-là, j'avais besoin de sortir. Et puis c'est comme ça qu'on a parlé de transmettre. Et voilà, donc merci à tous d'être venus ce soir. J'espère qu'en tout cas, vous aurez beaucoup appris, mais franchement, vous avez vu 2 personnes brillantes ce soir qui vous ont proposé de beaux projets, donc on sait. C'est l'équipe qui est brillante, Johan. Et j'ai parti occuper des pizzas. Les pizzas sont là, mais... Avant, il y a les questions, non? Avant les pizzas, non, 2 choses. Les questions-réponses. Une fois que vous serez bien sollicité, on fera un petit tirage au sort, parce que les nerfs, c'est pas que du bullshit, ils sont vraiment là. Donc après, on fera un tirage au sort en toute impartialité. Je sais que beaucoup ici m'ont demandé de ne pas l'être. Je l'ai toujours été, désolé. D'ailleurs, ouais, ça sera Stéphane et Nico qui vont tirer. Comme ça, ce sera eux qui vont assumer les responsabilités. Tu retires? Non, je rigole.
C'est quoi? C'est le système du cube, c'est ça? Je dois le lancer s'il y a des questions? Ouais, il marche. Allô? Tu peux Ah oui. lancer. Moi, les réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Putain, tout le monde a compris? Ah bah au fond. Alors, je vais pas le lancer parce que sinon ça va t'atterrir dans la gueule. Et... Petit joueur. Ouais, bah, si c'est Jean-Michel qui lève la main, ça me dérange pas. Non, mais je suis très mauvaise Jean-Michel, pour il rattraper maîtrise. aussi. Je suis pas très bonne pour rattraper non plus, alors ça va. J'avais une question sur Varnish. On le trouve comment Enfin, on l'utilise comment exactement? Nico s'est éloigné, donc je suppose qu'il attend que je réponde. En vrai, je devrais peut-être demander à PHP de venir, peut-être. Allez, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Allez! Donc on applaudit tous PHP. Alors je laisse se présenter rapidement et répondre à la question. S'il veut peut-être répondre. Alors du coup, pour ceux qui l'auraient toujours pas compris, je suis PHP, le fameux, le pas langage du coup. Le créateur. Et je travaille à l'équipe infra d'Aramis Auto. Pour répondre à la question au niveau de Varnish, en gros, l'idée c'est que tu vas pouvoir paramétrer comment est-ce que tu vas gérer ton cache. Tu peux dire qu'un certain type d'objet par rapport à son extension, par rapport à son pass, va être gardé un certain temps, typiquement une semaine pour du JS ou même plus potentiellement, ou même pour des images. Et du coup, ça te permet derrière de ne pas solliciter tout le temps ton back-end pour aller renvoyer la même réponse en continu. Ok, merci beaucoup. C'est pas une question bac. Hein. Salut. Du coup, moi j'avais une question. Je vous ai entendu parler de Microfront CMS. Est-ce que vous avez été sur ce projet-là? Est-ce que vous êtes parti d'un... C'est moi. Alors là, c'est triste parce qu'on a encore quelqu'un, un membre de l'équipe qui s'appelle Kevin, qui adore le CMS. Donc c'est dommage, il n'est pas là ce soir, il n'a pas pu venir. Kevin, si tu nous entends, était variable. Dans Voilà. Spécifiquement, on te montrera la vidéo en replay, juste pour cette partie-là. Non, bah, le CMS, c'est tout bête en fait. C'est pas c'est pas un microfront le CMS. Ah, le attends. CMS, on a le CMS SPA qui est un microfront qui récupère du contenu du CMS. D'accord. C'est tout. En fait, le CMS, c'est WordPress. Ouais. Et donc j'imagine qu'en fait, à la base, vous aviez un site entièrement géré par WordPress et que... Absolument pas. Absolument D'accord. pas. C'est pour du contenu marketing, contenu SEO. D'accord. Voilà. Donc nous, ce qu'on avait sur cette page-là, c'était du contenu SEO. Donc on en avait besoin. On avait besoin de récupérer ce contenu de WordPress. Donc au départ, ça a été un peu genre l'embrouille. Ça a été, ils nous donnent le HTML, on fait un VHTML et on affiche. Et on s'est dit waouh, c'est pas très perf. Et il y a eu des choses qui ont été mises en place. C'est on récupère un JSON. Et voilà. Ça, c'est la magie. Alors la magie, attention. Hein. C'est long. Valériane a beaucoup travaillé dessus, l'équipe. Donc oui, voilà, tout simplement. Ok, merci. Bonsoir. Petite question par rapport à toute l'architecture Varnish Puppeteer. Est-ce que... N'aie pas peur, t'inquiète pas. Je vais pas partir. Surtout Nico, il meurt pas. Est-ce que c'est la norme de pré-cacher des applications justement en SPA sous du Vue ou sous du React? Et est-ce que du coup Google il considère pas ça comme tricher Google pré-générer les pages? Google à l'heure actuelle pré-générer des pages, il nous blâme pas pour l'instant. Moi je sais à l'heure actuelle qui connaît le rôle du bot en fait ici parce que c'est ça le plus compliqué. À l'heure d'aujourd'hui personne ne sait comment fonctionne le bot Google. Le bot Google n'est même pas dans... Enfin, il va passer une seconde sur notre page, mais une seconde pour lui, c'est pas une seconde. Hein. Donc en fait, on ne sait pas tout ça. Il y a plein de choses où on se pose des questions. Est-ce que si, par exemple, nous, dans Puppeteer, ce qu'on a fait, c'est que pour alléger le parsing du bot, on s'est dit, on va faire un set request interception, on va retirer tous les scripts JS, parce qu'il n'en a pas besoin, en fait. En fait, les scripts JS, ils vont implémenter le DOM, enfin notre HTML dans le DOM. C'est juste ça. Donc on va les retirer. On s'est dit, est-ce qu'il va nous blâmer sur le poids de la page d'avant à maintenant? Pour l'instant, on n'a pas de retour, clairement. On n'a pas assez de... Je pense, on n'a pas assez de retour par rapport à ça. On n'a pas... Enfin, beaucoup de gens n'utilisent pas réellement Puppeteer, je pense. Moi, on a eu des problèmes dessus, il y a eu des issues qui ont été créés, et à un moment, Google a répondu à cette issue. Le mec disait « Ouais, j'en ai besoin pour faire du scrapping, et ainsi de suite. » Google a dit « Puppeteer, ça sert pas à ça. » Bah, clairement, si. Hein. Ils le disent eux-mêmes. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est
où est la limite? C'est un peu comme la RGPD. Où est la limite? Ouais, moi je vais ajouter un petit peu des choses quand même par rapport à ça. Google, il y a deux choses. Il y a ce qu'ils voient eux, en tant qu'humains, quand ils vont regarder le site, et ce que le bot a récupéré. Si les deux, visuellement, c'est la même chose, déjà, là, on sait que c'est déjà bien. Parce que typiquement, il y en a ce qu'il fait, c'est que via le bot, ils ont envoyé quelque chose qui était optimisé pour mieux ressortir. Et visuellement, par contre, c'était pas du tout ça. Et tout ça, après, c'est du SEO, c'est des techniques que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelle du Black Hat SEO. Et du coup, c'est des choses qui existent et sur lesquelles on sait que c'est pénalisant. Là, pour le cas du SSR, il n'y a pas de raison parce que visuellement, on dessert la même page. Puis on ne cache pas du contenu à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on ne cache pas du contenu de référencement, genre en mode display none, comme ça il y a du contenu. Non, on ne fait pas ça, hein, attention. Claire, non, mais je précise. Ça, c'est du Black Hat. Ça, c'est du Black Hat. Ouais, mais du coup, voilà, après, il y a du White Hat qui est typiquement de créer des contenus de qualité que Google va être capable d'interpréter correctement. Et ça, ça nous touche moins parce que de toute façon, comme on est passé par un navigateur, on sait qu'on a la même chose qu'un utilisateur verra. C'est juste qu'on a optimisé pour avoir des temps de traitement de la génération côté Chrome utilisé par le Puppeteer qui soit le plus léger possible. Bonsoir. Pour le stockage des assets, vous avez mentionné qu'au départ c'était sur du S3. Est-ce que c'est toujours le cas? On l'a gardé de côté, ça fonctionne. C'est pas officiellement le cas. Oui, si, c'est toujours sur un S3. Alors c'est toujours. Alors on le déploie sur un S3, mais on a des environnements locaux entre guillemets pour le moment qui sont les premiers à desservir ces fichiers-là. Mais bon, après il y a d'autres choses qui sont en plus. Il y a le Varnish qui est présent. Il y a aussi du CDN. Et du Cloudflare comme 80% du net. Donc du coup voilà, pour le moment on a les deux versions. Celle qui est en prod et actuellement utilisée par nos clients lorsqu'ils viennent sur notre site, c'est sur nos serveurs. Mais rien ne dit que demain on repasse sur du S3, qu'après-demain on part sur du GCP, du Azure pourquoi pas, du Scaleway, n'importe quel système en fait qui permet d'héberger des fichiers. C'est des fichiers, c'est des assets JavaScript, c'est statique. C'est statique. Justement, vous n'avez jamais envisagé d'utiliser les outils comme Artifactory ou Nexus, par exemple, pour gérer les... Artifactory, je pense que notre DSI pourra en parler. C'est un sujet qu'ils ont côté infra avec la personne qui est en charge de la CI. Mais dans l'état actuel, nous, de notre côté, au niveau de l'équipe, ça ne nous a pas atteint. Mais en tout cas, il y a eu des discussions sur le sujet. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonsoir. Moi, je me demandais, est-ce que vous comptez uniquement sur le référencement naturel pour apporter le trafic sur le site ou vous avez d'autres solutions? Alors ça, en fait, c'est le marketing qui pourra te répondre. Ouais, c'est le marketing qui répond à ça. C'est un énorme sujet. Je ne veux pas dire de bêtises non plus. Clairement, je ne veux pas m'avancer. Je botte en touche. Moi, je peux dire qu'on crée des micro-sites dédié à certains types de contenus. Voilà, il sait de quoi je parle. Mais sinon, c'est le marketing qui gère tous ces trucs-là. Ils ont plein d'outils, plein de sujets. C'est pas le nôtre. Ils viennent nous le faire leur demande, leur requête, et puis ça s'arrête là. Il semblait qu'il y avait des gens d'accord qui devaient poser des questions. Bonsoir. Donc, vous gérez multi-SPA avec potentiellement plusieurs frameworks différents. Est-ce que vous avez des techniques pour partager des composants entre différents frameworks ou à travers vos multiples SPA en fait, histoire de... C'est très bien ta question, justement. On va en revenir un petit peu là-dessus. C'était sur le build, en fait. Ton build, en fait, que tu sors, c'est une asset JS. En fait, que tu fasses du JSX ou du point vu, par derrière, tu as Webpack. Le format de sortie, c'est ça. C'est ton UMD. Aujourd'hui, tu as des transpilers, voilà, whatever, ce que tu veux. C'est ton format de sortie. Moi, je prends de l'UMD. C'est bien, tu as fait du React. Moi, mon format de sortie, je t'impose, c'est ça. C'est tout. Après, oui, c'est sûr que si tu mettais des composants React dans ta page, en plus des composants vue, tu serais obligé de charger la libre React et la libre vue. Ouais, non. Là-dessus, ce serait pas perf, ce serait se tirer une balle dans le pied. Par contre, une autre page, oui, la faire en full React, why not, pourquoi pas, ce serait peut-être un sujet marrant à faire. Parce que clairement, il y a des gens qui maîtrisent du React dans l'équipe, qui en ont déjà fait. C'est pas compliqué. C'est JavaScript. C'est comprendre JavaScript. C'est tout. Ouais, alors le JavaScript, c'est pas compliqué, mais on peut très vite faire n'importe quoi avec, limite pire que d'autres langages. Typiquement pire que le PHP.
le langage. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. Oui. Ok. Il fait ce... Ou des fois, vous avez regardé le code qui vous sortait, et des fois, Sujet tabou. Ouais, alors il fait très bien son taf, clairement. Si tu enlèves 110 lignes, 150 lignes avant, il fait très bien son taf. Il te rajoute un gros pavé quand même. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, on parlait de Rollup. Rollup qui est un peu la même chose que Webpack en plus épuré. Mais alors, la communauté, je sais pas, en fait, ça me fait un peu peur. Même si c'est utilisé au Times, même si machin, ça, il y a des sociétés qui utilisent React. Quand on regarde des sites, des fois, tu fais wow. Fallait mieux rester avant. C'était mieux avant. Et du coup, oui, Webpack te génère beaucoup de choses, mais tu peux pas lui en vouloir parce qu'il te met tellement d'outils à ta disposition. Enfin, je sais pas, des loaders. Enfin, il te met un tas de choses à ta disposition qui est vraiment cool. Donc, ouais, c'est 150 lignes. En plus, je m'en fous. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Je ne sais plus s'il marche. Ah si, c'est bon. En fait, j'ai une question en deux parties. En fait. Pour revenir sur la bibliothèque de composants, j'imagine que vous avez peut-être aussi des composants purement logiques, en fait, où il n'y a pas du tout de vue ou... Un composant fonctionnel. C'est ça que tu voulais dire? Exactement. Du coup, un système d'authentification, de recherche. Alors pour l'instant, on ne l'a pas. Clairement. Pour l'instant, ce système-là, on ne l'a pas. On a des composants fonctionnels. Genre, aujourd'hui, typiquement, tu vois, ça a été une tâche qui a été faite aujourd'hui par un développeur, ça a été le slideshow. Un slideshow, aujourd'hui, je suis capable de faire quelque chose, de prendre ce slideshow-là et de le mettre n'importe où dans mon site, mais que ce ne soit pas forcément des bullet points, que ce soit autre chose. Ça, c'est un peu plus fonctionnel dans notre état d'esprit. Après, je vois ce que tu veux me dire. Je parlais plus de composants vraiment logiques, en fait, qui soient que du script des services. Pour le moment, on n'y est pas encore. Ouais. On n'a pas eu les cas qui nous ont permis d'aller jusque-là, mais ça arrive. Mais je t'invite à rejoindre l'équipe si tu es motivé à ce point-là. On en a du composant à faire. On en a. Non, du coup, vous n'avez pas de contextualisation d'URL à faire dans vos composants ou quoi que ce soit? Savoir comment ça se passe pour le domaine? Pour l'instant, non. On va y venir en fait avec une des pages core qu'on a, qui est la page recherche. Ça va être justement une grosse problématique. C'est que le but, c'est pas de faire une URL crade en fait. C'est pas de lui. Voilà. Voilà. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas en fait. Donc, c'est très bien justement. C'est typique, tu vois, de penser après. Ça, c'est génial. Et du coup, ce sera un sujet qui sera traité. Chez nous, on les traite vraiment. On essaye d'anticiper. Enfin, on anticipe, mais on essaye de traiter vraiment les sujets en mode step by step et ce qui est vraiment important. Voilà, ce qui est prioritaire. Alors d'aujourd'hui, ce qui est prioritaire, par exemple, pour le business, c'est GTM. Non, mais faut être... Non, mais c'est vrai que c'est marrant à dire ce qui est prioritaire, c'est Google Analytics, c'est le GTM. Ok, mais c'est le business derrière. La boîte, elle a besoin de ça pour fonctionner aussi. Donc, nous, on est obligé de se plier à certaines exigences. C'est pas cool. Ok, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais c'est quand même plaisant. C'était ta deuxième partie aussi, du coup? Première et deuxième? Oui, c'était vraiment en fait comment vous gérez, du coup, s'il y avait une partie logique, comment vous gérez en fait cette dépendance vu qu'il y a plusieurs sites. Du coup, on se reverra peut-être alors. Tu peux venir d'ici 3 mois, hein, c'est à peu près la préavis d'une émission. Je suis occupé pour l'instant, mais je peux pas parler maintenant. Quelqu'un? Bon il y a Remonsieur là-bas. Du coup, moi, j'ai vu sur la petite affiche là Atomic Design, et je t'avoue, j'aurais bien aimé que tu m'en parles un peu. Alors, l'Atomic Design, c'est, je vais pas refaire tout le truc. C'est Brad Frost qui l'avait fait. Je vais pas refaire tout le système, mais en gros, c'est quelque chose qui est utilisé par les designers chez nous, que nous on reproduit pas forcément d'un point de vue développement au niveau de nos composants, mais c'est de séparer par la plus petite entité possible les éléments du design. Donc, typiquement, Atomic Design, c'est on crée un atome. De cet atome-là, on en construit une molécule. De cette molécule-là, on en construit
un organisme, merci. Et à la fin, on arrive à... Il y a template et layout, enfin, il y a 4 ou 5 étapes. Mais nous, ça nous touche beaucoup moins que le design. Et en fait, on essaie de travailler avec eux pour justement pas forcément tomber dans de l'atomique systématiquement, pour la simple raison que plus on aura d'atomes, plus on aura de petits bouts de JS, de petites choses comme ça à télécharger, plus ça va alourdir les performances. Donc on essaie de trouver un juste milieu entre justement de l'atome, du molécule, de l'organisme, en fonction des besoins, de ce que va nous montrer le design. Typiquement quelque chose qui n'a pas besoin d'être isolé tout petit parce qu'on l'a utilisé à un seul endroit, il n'y aura pas un atome juste pour ça. Ok, ça marche. Ok, merci. Elles vont commencer à devenir froides. Merci à tout le monde. Ah non, il y a les nerfs avant. Ah non, merci à tout le monde pour les questions. Ah oui. Je fais des jolis slides en disant merci à tout le monde et puis je dis même pas merci à la fin. Non, c'est toi. Les gens ils sont venus pour toi. Hein. Donc t'en tires un et après c'est Stéphane. Et t'assumes le choix. Attends. Attends, on va remuer. Mon nom il est en bas. Allez, c'est parti. Je peux pas. J'en ai eu un. Si c'est Ismaël. Et bien voilà. C'est pas fait exprès. En même temps, c'est mérité. Et ben voilà. Félicitations. Faut pas jouer avec moi. J'en ai deux. C'est pas l'Ismaël. Les bières sont juste à côté. Donc allez-y, on vous attend et on pourra continuer les discussions à ce moment-là.